Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vous qui vous nous prenez, on nous juge, on nous calcule, mais on n'est pas des pions à manipuler. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Nous sommes en guerre. Eh oui, manipulation, enfumage, prévarication. À quelle sauce serons-nous mangés? Et actuellement, on parle beaucoup, évidemment, de l'épargne des Français, qu'il faut évidemment optimiser, mais dans quel sens? Que nous disent effectivement Bruno Le Maire et Emmanuel Macron? La taxation des rentes, qu'est-ce que ça veut dire? On en parle avec Tom Benoît, qui est essayiste, entrepreneur et fondateur de la revue Géostratégie. Eh bien, on va parler de cela parce que, effectivement, à quelle sauce nous risquons d'être mangés? Et puis, cet entretien très intéressant entre un journaliste de LCI et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, la RDC, Congo-Kinshasa, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement entre l'Afrique et les Européens? Qu'est-ce qui se passe entre l'Afrique et l'Europe alors qu'ils étaient si proches? Nous nous sommes tant aimés. Aujourd'hui, est-ce que c'est « je t'aime » moi non plus? On en parle avec la géopolitologue Caroline Galacteros, la présidente de Géopragma. Voilà, on est là pour élucider, on est là pour éclairer, on est là, auditeurs de Sud Radio, pour vous donner la mécanique. C'est ça qu'on éclaire, la mécanique. Le reste, ce sont des affaires de people et c'est beaucoup moins intéressant. Et puis, voilà, après la Joconde, après effectivement un certain nombre d'attaques dans les musées, eh bien on s'attaque à Courbet, à l'origine du monde. Voilà. Ce sont des écologistes qui estiment qu'en défendant la planète, et pour défendre la planète, il faut vandaliser les œuvres d'art. C'est une stratégie d'une intelligence extrême et qu'on essaiera d'élucider. Et puis Pivot, Bernard Pivot, le roi Lear, on en parle depuis hier, hein. La mort de Bernard Pivot, effectivement, qui était un très très grand passeur, un très grand transmetteur, au vrai sens du terme. Et je vais vous raconter, effectivement, ma rencontre avec lui. Avec lui, j'ai fait 2 émissions, dont j'étais la vedette, mais j'étais la vedette sous pseudonyme. Et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Et puis nous allons recevoir Christophe H. Duval, un conseiller d'État qui a écrit L'inflation normative. Et oui, Pompidou disait il y a déjà plus de 50 ans, arrêtez d'emmerder les Français. Eh ben non seulement on n'a pas arrêté, mais on a remis 100 fois sur le métier l'ouvrage de l'emmerdement et des normes. On en parle tout de suite. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 2 000 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, je suis prêt, moi, à payer mes impôts, effectivement. Non pas, comme disait Audiard, nous n'avons plus que l'impôt sur les eaux, mais apparemment, c'est ce qui se passe avec les prélèvements obligatoires. Alors, allons-nous vraiment vers un assèchement? On va saigner qui bientôt? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. J'ai entraîné sans ça n'ira pas. Moi, je veux bien payer, mais c'est la dette de qui ? Je dois payer aujourd'hui, moi, imposable, moi, contribuable, la dette de qui ? Et qui va-t-on taxer ? Alors, on va en parler parce que est apparu, effectivement, avec le quoi qu'il en soit, avec on n'a jamais été aussi bien, on n'a jamais eu une telle réussite, dixit Bruto Le Maire, la taxation des rentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, Tom Benoît ? Vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur, et vous avez fondé la revue Géostratégie Magazine. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où on entend beaucoup de bruit ? Allez, c'est les chercheurs d'or qui s'agitent ? Alors bonjour André Berkov, très clairement ce qu'il faut préciser c'est que Bruno Le Maire a fait une apparition en mode selfie comme je l'ai dit à plusieurs reprises à Gand en Belgique au mois de février en disant « Je suis très énervé parce que l'union des marchés de capitaux n'avance pas assez vite. Il y a 35 000 milliards, disait Bruno Le Maire à ce moment-là, d'épargne qui dort sur des comptes bancaires européens et cette épargne doit être mobilisée pour la transition écologique, pour la transition numérique et peut-être pour d'autres causes. Alors la première des choses à préciser, c'est que je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait 35 000 milliards d'épargne qui dorment sur des comptes européens. Pour que tout le monde me comprenne très clairement, lorsqu'on parle d'épargne qui dort, c'est de l'épargne qui se trouve sur des comptes courants, donc pas sur des livrets. L'épargne qui est sur un livret A, ça n'est pas de l'épargne qui dort dans le jargon de Bruno Le Maire. L'épargne qui dort, c'est de la liquidité qui est disponible sur des comptes à vue, sur des comptes courants. Mon compte courant que j'étends à la banque, c'est ça. Exactement. C'est de l'épargne privée, c'est de l'économie ou ce qu'on appelle pour des sociétés du cash flow positif. D'accord. Au mois de janvier dernier, Bruno Le Maire a commandé un rapport à l'ex-gouverneur de la Banque de France, européiste convaincu, Christian Noyer, qui s'est fait assister par une dizaine de colistiers, si je puis dire, et 2 rapporteurs, et qui vient de rendre son rapport sur l'union des marchés de capitaux, qui est un concept dont vous allez beaucoup entendre parler durant les semaines et les mois à venir, parce que l'union des marchés de capitaux n'est en rien une union des marchés ou des capitaux, mais est, je le dis très clairement et d'une façon tout à fait limpide, un grand plan qui permettra de ponctionner l'épargne privée par le biais de la création notamment d'un produit d'épargne européen. Alors l'union des marchés de capitaux... Allons-y, non, juste, vous me disiez, Tom Benoît, que ce chiffre des 35 000 milliards, vous n'y croyez pas ? Mais pas une seconde, avec toutes les mesures prudentielles qui vont être accrues, qui plus est par la Banque Centrale Européenne, je ne crois pas une seule seconde que les banques logent des liquidités qui ne soient pas exploitées. Ces liquidités sont déjà titrisées et surtitrisées. C'est pour ça d'ailleurs que Christian Noyer dit très clairement qu'il faut accroître le marché de la titrisation. Là aussi, pour être parfaitement didactique, ce qu'on appelle la titrisation, c'est la création de titres financiers qui ne sont pas liquides, par rapport à des collatéraux. Ça veut dire que vous avez des organismes bancaires, par exemple, qui font des paquets financiers avec de l'épargne, qui au départ est liquide, et qui, cette épargne, va faire des petits, en quelque sorte, parce qu'elle aura été titrisée. Par contre, très simplement, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Vous prenez un groupe comme BNP Paribas, par exemple, aujourd'hui, vous avez 33 000 milliards, donc 10 fois le PIB de la France, d'engagement sur des produits dérivés, donc sur des actifs titrisés. Et ces actifs ne sont pas liquides. Ça signifie bien qu'en cas de crise, vous avez ce qu'on appelle une crise sur les produits dérivés, puisque vous avez des actifs qu'on considérait comme étant de la richesse, mais qui ne sont pas de la richesse liquide. Donc ce que veut faire Christian Noyer, c'est accroître le marché de la titrisation. Et Christian Noyer nous dit dans son rapport qui a été rendu la semaine passée, qui est, je le dis très clairement, un torchon parce qu'il est bourré de fautes d'orthographe, de surcroît. Bon, ça c'est autre chose, je comprends. Il y a des fautes d'orthographe, mais ça c'est encore un autre problème. Mais sur le fond. Et sur le fond, il nous dit très clairement qu'il va falloir mobiliser l'épargne des Européens en créant un produit d'épargne européen dont les contours ne sont pas encore clairement définis, mais qui pourrait servir à financer la retraite par capitalisation. Alors le produit d'épargne européen, pour être tout à fait clair, c'est un livret, comme nous pourrions dire un PEA par exemple, ou un livret qui va être créé à l'échelle européenne et auquel il va falloir contraindre la population, une partie de la population, à souscrire. Parce que j'imagine que vous, moi, personne n'aura envie de mobiliser son épargne et de la bloquer.
Christian Noyer dit très précisément qu'il n'y a pas suffisamment de livrets gérés par les puissances publiques qui aient des termes longs. Ça veut dire avec une épargne qui est bloquée sur le long terme. Et qu'il faudrait étudier ce que vous appelez le long terme, Tom Benoît, pour être très précis, pour comprendre, c'est sur combien d'années, normalement, ce qu'on appelle le long terme? C'est à partir de plusieurs années, 5 ans, 6 ans, voire plus. D'accord. Et Christian Noyer parle de 9 années, précisément. Et donc l'idée, c'est de contraindre, ou en tout cas d'essayer d'obliger, ou d'encourager très fortement tous les épargnants, quels qu'ils soient, et ils sont des dizaines, voire des centaines de millions en Europe, à effectivement aller vers ces livrets, vers la création de ces livrets. C'est ça, l'idée. Alors, c'est absolument ça. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que en lisant ce rapport, il y a de 80 pages environ, vous arrivez, je crois que c'est à la page 45, sur le produit d'épargne européen, à un mot qui est très précis. Et Christian Noyer nous dit, il va falloir créer un produit d'épargne, donc bloqué à long terme, sur lequel la population déposera son épargne, sa liquidité. Cette épargne sera bloquée pendant plusieurs années et nous pourrons la titriser, c'est-à-dire en user de notre côté sans que les personnes qui l'ont déposée puissent l'avoir à leur vue. Parce que si l'épargnant dépose de la liquidité qui est titrisée et que cette épargne n'est pas bloquée, vous imaginez bien que lorsque vous, André Berkoff, vous allez à votre banque, vous demandez un ordre de virement et que vous faites sortir votre épargne, vous provoquez un risque de faillite. Parce que si vous et d'autres épargnants le font au même moment, l'épargne qui sert de collatéral est toujours liquide. Donc il faut bloquer cette épargne sur un long terme. Et Christian Noyer nous dit, c'est intéressant, ce qu'il va falloir créer, c'est pour ceux qui voudraient, pour satisfaire des besoins élémentaires, sortir l'épargne avant le terme, un impôt sur les rentes. Et alors là, on y arrive, la taxation sur les rentes, Ça veut dire, alors attendez, j'essaie, c'est très intéressant sur la mécanique. Ça veut dire, supposer qu'on me dise, voilà, il y a un crédit européen, enfin un livret européen, vous avez, mettons, 10 000 euros en banque, et bien vous allez mettre une bonne partie de ces 10 000 euros en banque sur un livret. Mais ça veut dire que si moi, demain, ou vous, ou n'importe quel auditeur de Sud Radio a envie de retirer de l'argent pour telle ou telle raison, après tout, c'est votre argent, c'est mon argent. On ne peut pas le faire, on ne pourrait plus le faire. Vous ne pouvez pas le faire, ou alors vous êtes taxé comme vous l'auriez été par rapport à un livret, ce qu'on appelle un compte à terme, lorsque vous placez de l'épargne sur un compte à terme librement et que vous sortez votre argent avant le terme qui avait été essentiellement prévu. Vous perdez vos intérêts. Sauf que là, au lieu de perdre vos intérêts, vous avez une imposition supplémentaire qu'on appelle une imposition sur les rentes. J'insiste bien sur le mot rente qui, jusqu'à il y a encore quelques mois, ne voulait pas dire grand-chose dans le jargon des finances publiques. C'est Gabriel Attal qui a lancé une mission qui est dirigée par Nadia Hay, ancienne ministre de la Ville, et d'autres élus macronistes qui sont chargés de rendre un rapport à la fin du mois de juin sur cette potentielle taxation sur les rentes. Et on a eu l'impression que Gabriel Attal a lancé ce mot par hasard, en quelque sorte, en disant « il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il y aura peut-être des taxations sur les rentes », sous-entendu on va taxer l'argent de ceux qui en ont tellement, qui ne savent pas quoi en faire et qui sont des rentiers et qui ponctionnent la richesse collective. Mais non, le mot rente est très précis et il prend tout son sens dans le rapport Noyer. Vous avez un produit d'épargne européen dont les contours ne sont pas définis, ils le seront au mois de juin, auquel il va falloir souscrire, ils le disent, pour financer la retraite par capitalisation. C'est-à-dire que vous allez avoir des travailleurs, par exemple, auxquels on va imposer sur leur fiche de paye de faire fuiter une partie de leurs revenus, de leur salaire ou des entrepreneurs vers ce produit d'épargne européen, vers le produit d'épargne, qui sera titrisé à long terme, et vous aurez une taxation sur les rentes si vous sortez votre argent, votre épargne de ce produit d'épargne européen. Donc c'est taxation, plus taxation, plus taxation et encore taxation. Une question, Tom Benoît. Est-ce qu'on peut contraindre, effectivement, on va chercher à contraindre. Mais si moi je ne veux pas participer à ce plan d'union européen, est-ce qu'on peut m'obliger à le faire ? André Berkoff, vous êtes qui ? Vous êtes français ou vous êtes européen ? Si vous êtes français, vous n'avez pas de pouvoir, puisque tous les pouvoirs ont été délégués à l'Europe fédérale. Et pour faire passer l'union des marchés de capitaux, qui a été rebaptisée sournoisement d'ailleurs dans l'intervalle à l'union de l'épargne et de l'investissement,
parce que j'y reviendrai ensuite, elle n'a rien à voir avec une union des marchés de capitaux, elle est effectivement une union de la ponction de l'épargne pour des investissements décidés par certaines puissances publiques. Il a fallu et il va falloir accroître un saut vers l'Europe fédérale, c'est-à-dire vers la dépossession, et Christian Noyer le dit très précisément, des organes de contrôle financier, des autorités financières à échelle nationale. Il va falloir créer des autorités financières plus qu'il n'y en a à échelle européenne. Et cette financiarisation de l'épargne des Européens va se faire à l'échelle européenne, avec les bras armés que sont la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne dans un premier temps. Eh bien écoutez, à l'aune des élections, on ne va pas parler politique ici, mais à l'aune des élections, c'est très intéressant d'avoir ces informations. Effectivement, à quelle sauce on sera mangé, à quelle sauce le mouton, à quelle aune la laine du mouton sera-t-elle tondue. Tom Benoît, on en reparle d'ici mai et juin, effectivement. Merci. Avec grand plaisir. Merci André Berkoff. C'était le fait du jour avec Tom Benoît. Restez bien avec nous. Tout de suite, on reçoit Caroline Galacteros. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Entre l'Afrique et l'Europe, c'est quoi? C'est la séparation? C'est le divorce avec communauté Ouzake? Qu'est-ce qui se passe? On sent bien et on le voit depuis déjà des années, etc. L'arrivée de la Russie et de la Chine, de la Turquie, sans parler du reste. On voit un peu ce qui se passe avec les troupes françaises, avec les renvois d'ambassadeurs. Mais pourquoi ce malaise? Et pourquoi ce malaise qui ne fait que commencer apparemment? On en parle tout de suite avec Caroline Galacteros. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Qui vous nous prenez? Effectivement, pour qui vous nous prenez? Il y a eu samedi dernier, effectivement, un entretien entre le président de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi, et Dario Rochebin de LCI. Et entre autres, voici ce qui se disait par rapport à ce qui se passe entre l'Europe, l'Afrique, en tout cas le Congo, la Russie et la Chine. Écoutez. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement selon vous? Mais bien sûr, on ne comprend pas très bien les réalités africaines et c'est vraiment dommage parce que moi j'ai toujours dit que l'Europe par exemple c'est le meilleur partenaire de l'Afrique. Par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Alors voilà, c'est vraiment le paradoxe. Caroline Galacteros, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, et puis vous dirigez le think tank Géopragma, que l'on connaît bien, et on vous accueille toujours avec plaisir, le pôle français de géopolitique réaliste, et vous êtes l'auteur du blog Bouger les lignes, que vous animez. Mais Caroline Galacteros, quand je dis paradoxe, c'est intéressant, on dit oui, ce que dit Félix Tshisekedi, il dit oui, l'Europe c'est le meilleur partenaire, mais enfin, vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, notamment les droits de l'homme, vient-il dire. Est-ce que c'est pas le grand paradoxe, c'est-à-dire que la Russie et la Chine, pour résumer, mais vous allez évidemment développer ça, disent écoutez, nous, on va faire du commerce, on fait du business, on fait des choses, puis le reste, c'est votre régime, vous en occupez. Et les Européens qui disent oui, mais enfin, quand même, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse, on peut pas jeter les droits de l'homme avec l'eau du bain du business, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un vrai paradoxe là? C'est un paradoxe, mais en même temps, c'est extrêmement logique ce que dit le président Tshisekedi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'ait toujours pas compris qu'il faille quitter notre discours de surplomb moral
arrêter de faire des leçons, surtout que nous sommes très très loin quand même d'être parfaits, y compris dans ces matières de droits de l'homme ou de morale, des engagements, des interventions, etc. Je veux dire, on agit plus, on n'a pas de titre pour faire cela. En fait, ce qui nous permettait d'avoir toujours ce surplomb et cette position de donneur de leçons, c'était un rapport de force global qui était en faveur de l'Occident, de l'Amérique et bien sûr des vassaux européens qui tiraient les fruits de leurs anciennes positions d'empire d'abord, colonies, etc. De globalement l'occidentalisme triomphant. C'est fini, c'est fini. Voilà, donc il faut s'en rendre compte. Et en fait, la Russie et la Chine tirent les marrons du feu, c'est vrai, c'est incontestable. Chacune à leur manière, chacune avec leurs limites. Mais elles tirent essentiellement les marrons du feu du fait qu'elles reconnaissent une forme d'égalité a priori, et elles misent là-dessus, et elles en parlent, et elles le disent, et elles redonnent cette égalité entre tous les États, alors que nous avons fini par pratiquer, j'allais dire, une forme pas d'exceptionnalisme revendiqué, mais enfin, on considère qu'on peut se permettre de donner des leçons. Ouais. Voilà, c'est fini tout ça. C'est terminé. Et plus vite on s'en rendra compte, plus vite nous pourrons ramasser les quelques lambeaux de notre influence africaine et peut-être essayer de construire quelque chose. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas trop tard, Caroline Galacteros? Est-ce que ce ne sont pas des miettes qu'on va nous jeter au bord du festin? C'est-à-dire, vous avez raison de souligner que, de toute façon, avec même la France-Afrique et autres, eh bien, les affaires étaient déjà les affaires, c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'est passé avec une telle vitesse? On a l'impression que tout ça s'est passé en quelques années, même si c'était préparé depuis longtemps. C'est un peu l'aveuglement ou je dis pas la vanité, c'est quoi, de nos gouvernants, je parle en général. C'est tout ça. Oui. Mais c'est tout ça, c'est l'aveuglement, c'est une immense arrogance, c'est une vanité indécrottable, c'est une incapacité, c'est un déni, mais on le vit partout sur la planète, pas que vis-à-vis de l'Afrique. On nie la réalité, on est dans une pensée magique, et une pensée magique qui nous coûte extrêmement cher. Les autres pensent stratégiquement, y compris les Africains désormais. Ils ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient besoin, effectivement, qu'on les considère autrement, qu'ils avaient une immense richesse que nous avons abondamment utilisée à notre avantage et sans doute dans des... Parce que si vous écoutez les discours de tous ces chefs d'État africains, c'est pas des perroquets, hein. Ils ne répètent pas ce que Vladimir Poutine ou Xi Jinping leur demandent de répéter. Ils le pensent. Et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils disent, et ce qu'ils répètent, c'est « Nous voulons des accords gagnant-gagnant, nous n'avons rien à faire de vos prétentions à nous dire ce qu'on doit faire, nos élections, nos ci, nos ça, nos régimes, nos droits de l'homme, c'est pas votre affaire. En revanche, nous pouvons faire des affaires ensemble, et nous pouvons avoir des relations même d'alliance ou de rapprochement, mais sur une base de considération, de souveraineté, de respect de notre souveraineté. C'est un peu ce que disait Général de Gaulle, un État n'a pas des amis, il n'a que des intérêts. Mais absolument. Alors, on a des intérêts plus ou moins forts, on peut avoir des affinités avec des types de régimes, mais je crois que, et si vous voulez, on en prend conscience maintenant, comme d'habitude, c'est-à-dire au moment où il est, voilà. Ouais. Parce que, mais c'est comme en Russie, c'est comme avec la Russie, c'est comme en Ukraine, c'est comme partout. On ne veut pas reconnaître le processus quand il nous désavantage, et au lieu justement de penser stratégiquement, de penser à long terme, on reste dans des fuites en avant et dans des poursuites de comportements, d'attitudes et finalement d'ethnocentrisme complet. Parce que c'est plus facile, et puis parce qu'on se dit que finalement, à la fin, l'équilibre va revenir entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui nous sera favorable. C'est à mon avis une erreur extrêmement lourde. Et effectivement, l'Afrique est en train d'échapper
à l'Occident d'une manière générale, pas qu'à la France. Hein. Oui, et puis on voit ce qui se passe avec les BRICS, enfin que vous savez ça mieux que personne. Mais est-ce que franchement, est-ce qu'au fond, on ne va pas revenir à quelque chose que, évidemment, qui heurte la morale et qui heurte un certain nombre d'éthiques et de positions éthiques en disant, voilà, effectivement, ce sont les intérêts, ce sont, hélas, les rapports de force, il faut bien le dire, et que ces rapports de force, eh bien, à nous d'être, je dirais, armés dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est ça? Oui, mais alors, si vous voulez, pour moi, la morale, c'est pas l'éthique. Précisément, ce qu'on essaie de faire depuis des décennies et depuis la fin de la guerre froide notamment, c'est de faire semblant d'avoir des attitudes, des exigences et une cohérence morale. Oui. Et donc on développe tout un discours sur les droits de l'homme, sur l'état de droit, etc., mais qui en fait couvre des pratiques totalement prosaïques, totalement décorrélées de toute éthique. C'est vrai, sauf que c'est précisément ce qui est en train de rassembler tous ces États contre nous. Oui, mais est-ce que, juste un mot, Caroline Galacteros, vous savez très bien que parmi tous ces gens-là, il y a quand même quelques dirigeants, je sais pas, qui ne sont pas forcément vêtus de probité candide et le lin blanc. La corruption existe très fortement, là-bas aussi. Mais chez nous aussi, la corruption existe. C'est ça, oui. C'est ça le problème, c'est qu'il faut arrêter, quoi. Il faut poser les ailes. Il faut décrocher les ailes qu'on s'est mis dans le dos tout seul. Il faut les poser. Elles sont très jolies, c'est magnifique, des belles plumes blanches, mais ça n'existe pas. Nous ne sommes pas plus des anges que les autres. Et maintenant, désormais, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et il y a des contrepoids. C'est ça la grande différence aussi. C'est qu'avant, bien sûr, tous ces pays avaient bien conscience de notre cynisme. Ils se payent pas de mots. Il y a qu'en Europe où on y croit un petit peu. Mais simplement, ils n'avaient pas d'alternative. Aujourd'hui, ils en ont. Ouais, qui leur proposent un autre type de relation. Et donc, forcément, c'est quelque chose d'assez attirant. Tout à fait. Caroline Galacteros, voilà, vous rejoignez Jacques Prévert qui dit « Les terrifiants pépins de la réalité ». Il est temps de retrouver le réel. Exactement. Merci beaucoup, Caroline Galacteros. Je rappelle le think tank Géopragma et je rappelle votre blog Bouger les lignes. Oui, mais alors si vous voulez bien, André, plus que mon blog que je nourris peu depuis longtemps maintenant, Bouger les lignes, même si j'essaie toujours de les faire bouger, s'il faut mentionner quelque chose, c'est peut-être Paix et Guerre. Paix et Guerre, d'accord. Mon nouveau petit canal YouTube. D'accord. Où j'essaie de pouvoir parler, pour l'instant, une fois par semaine. Voilà, il y avait Tolstoï, Guerre et Paix, et il y a Caroline Galacteros, Paix et Guerre. C'est une bonne suite. Merci. Exactement. Je vous en prie, André. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était le Ça balance avec Caroline Galacteros. Restez bien avec nous. Tout de suite, les huées et les bravos d'André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, on va parler comme d'habitude de ces gens qui ont décidé de sauver la planète en vandalisant les œuvres d'art. Voilà. C'est d'un courage extraordinaire. Ça veut dire que ces gens-là, armés effectivement du sceptre du camp du bien, bien sûr, ils sont de bon côté, là, ils sont des écolos radicaux. Eh bien, ils ont dit, on va faire des actions symboliques. Donc, ils entrent avec un courage extraordinaire. C'est Jean Moulin avant. Ils entrent dans les galeries, ils entrent dans les musées, et eh bien, ils jettent soit de la soupe, soit des couleurs, soit n'importe quoi sur des tableaux. Voilà. Donc, effectivement, ils avertissent évidemment des quelques paparazzi ou quelques journalistes, et ça fait le buzz, comme on dit, le buzz. C'est ce mot immonde. Et voilà, c'était à la Galerie des Glaces de Versailles, deux activistes du collectif Riposte Alimentaire. C'est intéressant, Riposte Alimentaire. C'est quoi? Qu'est-ce que ça
ça a à voir avec les œuvres d'art, la riposte alimentaire. Voilà, ils s'en sont pris donc à la Galerie Les Glaces. Ils ont jeté de la poudre orange dans la Galerie Les Glaces. Quel courage, mais vraiment, les résistants en France de 40-44, c'était de la rigolade avec ces rigolos, par rapport à ces rigolos. Alors ils ont été interpellés, ils ont été libérés, ils seront présentés au tribunal, tout va bien. On leur fera des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qu'on leur demandera de colorier peut-être quelques papiers, voilà. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça qui est très beau. La Galerie des Glaces, c'est l'indécence d'une minorité qui s'accapare le pouvoir et l'argent pendant que le peuple crève la faim. 350 ans après, rien n'a changé. Oui, bravo. Effectivement, est-ce que vous allez voir les vrais responsables de ceux qui touchent 800 € par mois, les vrais responsables qui font que Colombe est bénévole des Restos du Cœur et au RSA, les vrais responsables de ce qui se passe. Non, ça c'est un peu compliqué quand même. On va pas se salir les mains. D'ailleurs, ils ont les mains propres, évidemment, parce qu'ils n'ont pas de mains, bien sûr. Voilà, donc effectivement, et on va donc continuer. Et puis là, eh bien, il y a eu la soupe sur la Joconde. Vous savez, en janvier dernier, heureusement qu'il y avait une vitre au Louvre. Voilà, ça a été ça. Et puis, alors, dernier exploit, plus récent exploit, magnifique, le tableau L'origine du monde de Gustave Courbet, qui était au centre Pompidou-Metz, donc à Lens. Alors voilà, donc là aussi, heureusement, il y avait une vitre. Ils ont tagué avec le mot MeToo écrit à la peinture sur la vitre. Une bauderie a été dérobée par la performeuse Déborah de Robertis, qui a revendiqué le geste. Voilà, le célèbre tableau magnifique qui est au musée d'Orsay en permanence, L'origine du monde, ce merveilleux tableau du sexe d'une femme fait par Gustave Courbet. Et ce que je veux dire quand même, parce que ça pose vraiment question, c'est-à-dire que ces mouches vont autour, tourneboules et volatiles au long d'une petite lampe qui s'appelle une œuvre d'art, un chef-d'œuvre d'art, et commencent à jeter leur petite défécation là-dessus. C'est ça la révolution? C'est ça protéger la planète? C'est ça lutter contre la misère du monde? C'est ça alors qu'il y a des gens qui, eux, évidemment, aide les pauvres, aide effectivement les misérables, et essaie de se battre. Et c'est ça que vous faites. Alors voilà, ça fait un petit truc, on est content, on visite les musées, on jette sa petite semence grotesque. C'est tout ça. Et franchement, il y a un côté... Alors voilà, on fait des performances, ça s'appelle des performances, effectivement. Voilà, très bien. Et que ce soit des performeuses, que ce soit des militants, vous savez, comme ceux qui mettent les mains dans qui bloquent les autoroutes. Encore ça, je peux comprendre. Mais encore une fois, choisir comme terrain de bataille les musées, les musées et le château de Versailles. Mais vous savez, il faut aller plus loin à ce moment-là. Pourquoi vous ne rasez pas le château de Versailles? Pourquoi vous ne déposez pas des bombes au Louvre? Non, mais allez plus loin. Ah oui, mais ça poserait des problèmes. Il y aurait des réactions, il y aurait des sanctions un peu plus graves. Alors non, on va se contenter de faire nos petits jets comme ça, en effeuillant la marguerite morbide de votre petite résilience. Quelle tristesse, franchement. Quelle tristesse qu'on en soit là, au degré zéro des neurones, au degré zéro de la comprenette, au degré zéro de la réflexion, et surtout au degré zéro de l'ignorance crasse de toute culture. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous connaissez tous ce générique, c'était Apostrophe, bien sûr, Apostrophe, l'émission phare, l'émission culte de Bernard Pivot, qu'il a animé de 1975 à 1990. Et ensuite, effectivement, il a fait Bouillon de culture, tout à fait, même émission Bouillon de culture, avec qui n'était pas seulement consacré au livre. Et d'ailleurs, en 2001, l'historien Pierre Nora qualifie le départ de Bernard Pivot de la télévision de deuil national. Effectivement, Pivot, c'était un transmetteur, c'était un passeur, c'était quelqu'un qui vraiment donnait avec quelques personnes, évidemment très brillantes, qui recevaient 4 ou 5 invités chaque semaine. Et il y avait en direct, c'était en direct, je rappelle, c'était ce monde des livres, c'était les livres du monde, il a reçu, mais tout ce que la littérature internationale
rencontre d'écrivains. Les très grands, Solzhenitsyn, Gabriel Garcia Marquez, Charles Bukowski, le soulard éclairé, le soulard magnifique, le perdant magnifique, et ça allait de Modiano à tout le monde, les philosophes, les pseudo-philosophes, les nouveaux philosophes, mais aussi bien les essayistes, les pamphlétaires, tous sont passés par celui qu'on appelait le roi Lyre, L-I-R-E bien sûr. Et je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé moi aussi. Ayant écrit une 40aine de livres, je suis passé chez Pivot, mais je suis passé chez Pivot pour quelque chose de très spécifique. Je suis passé 2 fois chez Pivot, une fois en 1977 et fin 77 et une fois à fin 83 pour des livres que j'avais écrits sous pseudonyme. Le premier, c'était Philippe de Comines, ça s'appelait Les 180 jours de Mitterrand, c'était une politique fiction, effectivement, qui racontait, c'était au moment, en 78, où on pensait que la gauche allait gagner les législatives. Et donc j'avais composé le ministère de Mitterrand, et ce qui passait les 6 mois de Mitterrand, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Et je vous dis, allez, petite atteinte à ma traditionnelle et proverbiale modestie, je dois dire que j'avais fait les gouvernements Mitterrand, et en 81, la moitié des ministres que j'avais placés, effectivement, étaient exacts, que Mitterrand avait recruté, en tout cas, c'est pas parce qu'il m'a lu. Et notamment Jacques Lang, auquel personne ne pensait. En 77, je l'avais nommé ministre de la Culture du gouvernement Mitterrand. Et puis 83, ça a été effectivement l'épisode Caton, où je m'étais fait passer pour un aristocrate giscardien qui regarde passer la gauche au bout de 2 ans en disant « Ne vous inquiétez pas, la gauche va servir le capitalisme aussi bien que la droite et avec encore plus de zèle. » Et je crois que c'est ce qui s'est un peu passé aussi. Et pendant 1 an, tout le monde s'était posé la question de savoir qui était Caton. Et en décembre 83, je vais à l'émission de Bernard Pivot, et voici comment il avait présenté l'émission. Écoutez Bernard Pivot, nous sommes en décembre 1983. Et la chasse au Caton a commencé. Qui était Caton? Tout le monde se le demandait, aussi bien dans les salles de rédaction que dans les dîners en ville. Alors, on a annoncé des tas de gens. Je vous en donne une liste. Il y en avait des dizaines. On a dit que c'était Marie-France Garot, que c'était Pierre Juillet, que c'était Michel Jobert, Bernard-Henri Lévy, François Giroud, Catherine Ney, Albin Chalandon, ensemble, Olivier Stirn, Georges Suffert, Dominique Jamais, Serge July, Jean-Philippe Leca, Alain de Benoît, et même Daniel Cohn-Bendit. Enfin, il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui était certain, ce qui apparaissait certain à tout le monde, c'était soit un homme politique, c'était soit un journaliste politique ou soit un haut fonctionnaire. Ce qui était certain, c'est qu'il connaissait bien le sérail, qu'il connaissait bien l'économie. Et puis, le même Caton a récidivé il y a quelques semaines, toujours aux éditions Fayard, en publiant un ouvrage intitulé « De la Renaissance ». Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il acceptait de venir à Apostrophe, et c'est pourquoi je vous présente donc Caton. Qui êtes-vous, monsieur Caton? Je m'appelle André Berkoff, je suis écrivain, journaliste, être vivant. C'est ça, mais alors vous n'êtes ni un homme politique, ni un haut fonctionnaire, ni un journaliste politique. Je n'ai jamais occupé un siège au Parlement, je n'ai jamais été fonctionnaire dans une administration et je n'ai jamais été économiste. Voilà, et ça a duré pendant 1 heure, c'était, je me rappelle, c'était assez croquignolé parce que, effectivement, c'est très intéressant. Vous savez, c'est une expérience, quand on parle de vous, parce que ça avait eu un très gros succès, et tout le monde parlait de Caton et du livre de la Reconquête. D'ailleurs, comme par hasard, j'avais appelé le premier livre de la Reconquête, je ne savais pas qu'il y a un parti politique qu'ils allaient appeler 40 ans après Reconquête, et mon second livre, c'était De la Renaissance, et je ne savais pas que 40 ans après aussi, un parti politique, ça allait s'appeler Renaissance, voyez. Et puis, tout le monde se posait la question, c'était l'auberge espagnole du fantasme, qui était Caton? Et je dois dire que ça a été quand même une des expériences les plus amusantes de ma vie, parce que quand on parle de vous, à table, dans les dîners en ville ou ailleurs, sans savoir que c'est vous, et on commente et que vous êtes là, vous dites « Ah oui, c'est vrai ». J'avais des journalistes qui me disaient, par exemple, c'est évidemment Catherine Ney et Albin Chalandon. Ah, je dis pourquoi? Il dit Catherine Ney, ça commence par 4, Albin Chalandon, ça finit par on, donc Caton. Ah j'ai dit oui, c'est évident, ça me paraît effectivement frappé au coin du bon sens. Voilà, on a vécu quelque chose de très étonnant parce que je racontais comment il fallait attaquer le franc
pour que la droite revienne, effectivement. Et alors, ça a été un grand chose, je pourrais vous raconter beaucoup, mais Pierre Mauroy, qui était Premier ministre, avait demandé à des policiers des renseignements généraux de savoir qui était ce Caton. On avait vraiment, avec Claude Durand, le PDG de Fayard, gardé très très bien le secret. Et en fait, ils sont allés un peu partout, et puis ils ont remis une note blanche à Pierre Mauroy, on sait qui c'est Michel Jobert. Ah bon? Et quand on a téléphoné à Michel Jobert, il a pas dit non. Il a pas dit non, il a rien dit. Il a dit je ne peux rien dire. Voilà, c'est ça quand il se passe quelque chose, et c'était très intéressant parce que c'était le miroir de la France des années 80, où quand il y a eu le grand retournement, le retour au libéralisme après un an de nationalisation, et ben voilà, c'était ce livre-là. Et rendons hommage à Pivot, parce que Pivot était sur la brèche, sur la ligne de fête. Il s'occupait de littérature, il s'occupait des livres qui font effectivement, qui font miroir, qui font effet, et hommage à Pivot. Tout de suite, le face-à-face d'André Berkoff avec Christophe Eoch Duval pour son livre « L'inflation normative » paru chez Plon. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Christophe Eoch Duval, conseiller d'État pour son livre « L'inflation normative » paru chez Plon. Bonjour Christophe Eoch Duval. Bonjour. Alors voici ce qu'un certain président de la République disait en 1966. 1966, je répète évidemment, Georges Pompidou. Mais arrêtez donc d'emmerder les Français. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays. On en crève. Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. En 66, et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, le tsunami des mots législatifs ont continué de déverser dans ce cher et doux pays. Et effectivement, Christophe Eoch Duval, qui est chercheur et haut fonctionnaire, le raconte dans cette inflation normative, quand la France crève de trop de lois. Et justement, alors, Christophe Eoch Duval, vous nous avez envoyé aujourd'hui, il y a un bilan qui vient de sortir. Aujourd'hui, le 7 mai. Hein, vous avez énormément de chance. À mon avis, vous avez des tuyaux. Parce que c'est aujourd'hui qu'effectivement qu'est sortie la statistique des normes, préparée par le secrétariat général du gouvernement. Alors, c'est un document qui souvent passe un peu inaperçu, sauf de la part des chercheurs, comme je le suis effectivement, des chercheurs, des hauts fonctionnaires, et qui donne, grâce à un logiciel, un algorithme qui a été monté en 2018, le nombre, alors, plein d'enseignements. Le nombre de textes, le nombre de pages au JO, le nombre de mots, d'articles. Officiels venant de l'État, c'est bien ça. Ce sont que les textes de l'État, c'est-à-dire ceux qui paraissent au journal officiel, les lois, les ordonnances, les décrets, pardon un peu de cette technicité. Non, mais il faut le dire. Et en vérité, dans cette statistique, il y en a une qui m'a, comme chercheur, absolument très intéressé, c'est le volume des mots. Ah, pourquoi je dis ça? Voilà. Normalement, je pourrais vous montrer, vous vous appelez André et pas Thomas, mais regardez, vous pourriez presque toucher le code rural de 1961 ou 62. Là, vous étiez né, et moi aussi d'ailleurs. C'est celui qu'appliquaient nos agriculteurs il y a de ça, 40 ans. Le code rural, code forestier. Voilà, code rural, code forestier. Exactement, 1961. Voilà, 1965, pardon. Il est marqué 1965. Voilà. Voilà, vous pouvez le toucher si vous voulez, comme Thomas. Et voilà celui aujourd'hui que sont obligés d'appliquer et de connaître les agriculteurs. Évidemment, vous avez vu la différence. Voilà, on le voit peut-être. Mettez-le ensemble. Pour ceux qui sont effectivement en même temps à la. Le premier, en 65, c'est celui-là. Remontrez le 65. Le petit. Voilà les petits. Et l'enflé ou l'enflure. Bon, voilà. Alors évidemment, bien sûr, ça c'est anecdotique et c'est pas scientifique. C'est pour ça que ma méthode a consisté, après étude de toutes les statistiques du gouvernement, des différents autres chercheurs, je suis parvenu à un critère qui est celui du volume des mots Légifrance. Parce que vous écrivez, vous êtes un écrivain, un journaliste, vous savez qu'on peut traduire un article de presse ou un roman en nombre de signes. Ça, c'est pas pertinent. Mais en nombre de mots. Bien sûr. Et alors, c'est là où on en arrive. Au 25 janvier 2024, le bilan de Légifrance, les mots donc de l'État, etc., paru
journal officiel, sont de 46 495 144 mots. C'est incroyable. Christophe et Duval. C'est-à-dire donc près de 46 000, pas loin, 46 millions et demi. 46 millions et demi de mots. De mots. Alors, c'est aujourd'hui qu'est franchi quelque chose que j'avais annoncé dans le livre, à la fin de mon ouvrage. Je disais, je prédis que quand les chiffres 2024 vont sortir, nous ferons au moins 46 millions, c'est dépassé, et nous dépasserons, pour la première fois, le doublement du nombre de mots, du volume de notre droit depuis 2022. Voilà. Et depuis 2002. Le droit administratif, on peut dire, c'est ça. C'est le droit. Ah non, c'est tout le droit. Ah oui, c'est le droit. C'est tous les codes, tous les textes de loi, d'ordonnance non codifiés, c'est tout le droit. Et ça comprend bien sûr le code rural et des pêches. Ça veut dire qu'on a fait plus 104% depuis 2002. Voilà. La courbe ne freine pas et ne se ralentit pas, même si aujourd'hui, bien sûr, il y a peut-être un peu moins de textes parce que le gouvernement a des difficultés de réunir une majorité. Alors, je voudrais revenir à la base, justement, parce que beaucoup de choses, on voit bien, on a reçu beaucoup d'agriculteurs quand il y a eu, vous savez, récemment, et même, et ils disent, on crève sous les normes. C'est ça. Et alors, comment on peut définir, c'est quoi les normes? Comment définiriez-vous les normes? D'abord, les normes... C'est quoi une norme? Alors, je vais revenir un instant. Le volume, ça dit rien en français. Ouais. C'est ça le problème. Alors moi, j'ai trouvé un autre agrégat, je transforme tout ça en heures de lecture. Je dis, aujourd'hui, il faudrait 2583 heures de lecture pour lire tout le droit. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. C'est ce qui se passe pour les agriculteurs. Nul n'est censé ignorer la loi. Par exemple, pour tailler une haie, tout simplement, une haie agricole, il y a au moins 10 régimes d'autorisation différents ou déclarations administratives préalables différents auprès de... Pour tailler une haie. Pour tailler une haie. Auprès d'administrations qui peuvent être différentes. Ouais. Alors, le génie, c'est que une loi de simplification va dire qu'on va créer un guichet unique. On crée un guichet unique, mais on supprime pas 9 des déclarations sur les 10. Ah, c'est ça. C'est ça le problème. C'est l'empilement. Il y a un guichet unique, mais c'est la strate, c'est le sandwich. Exactement. Et c'est ça qu'on constate, c'est-à-dire que quinquennat, septennat après quinquennat ou septennat après septennat, en fait, on rajoute à chaque fois une couche et on ne diminue pas la précédente. Ouais. Pourquoi? Parce que les chiffres que je vous donne, c'est un peu technique, mais c'est en volume de mots consolidé. C'est-à-dire, c'est le mot en vigueur. C'est le droit en vigueur. Bien sûr. Et malheureusement, ce n'est qu'une toute petite partie du droit. Parce que, comme je l'explique aussi dans mes différentes études, je dessine ça sous forme d'un iceberg. Alors, peut-être que les auditeurs ne verront pas tous, mais vous voyez, c'est parlant, l'iceberg. Il y a une partie émergée, c'est celle que je viens de vous annoncer. C'est les 46,5 millions de mots. Mais en même temps, il y a la partie émergée. Il y a la partie en dessous. C'est quoi la partie en dessous? C'est les normes des collectivités territoriales. De monsieur le maire, de monsieur le président de la région, du département. C'est les normes des autorités de régulation. Vous êtes bien au courant, bien sûr, de ces autorités de régulation, celle par exemple de l'audiovisuel, etc. Et tout ça est en dessous, et on ne connaît pas le nombre. Et les normes internationales également. 46 millions et demi de mots. Absolument. Les normes internationales ne sont pas aujourd'hui chiffrées. On ne sait pas combien il y a de normes internationales qui s'appliquent dans notre pays. Et ce qu'on connaît les normes européennes, puisque Europe il y a. Alors, les normes européennes, effectivement, c'est un sujet, mais comme elles sont fondues dans les normes nationales, on va dire que les normes nationales sont conformes aux normes européennes, il n'y a pas à les rajouter. D'accord. Mais, ceci dit, les normes européennes, vous avez tout à fait raison, on est frappé d'une chose, c'est-à-dire, j'ai un devoir de réserve, je ne prends pas parti, bien sûr, à propos des élections européennes, mais j'ai un constat de chercheur. Personne n'a évoqué, d'aucun camp, personne n'a évoqué le problématique de l'inflation normative européenne. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Or pourtant, c'est une Personne n'en parle, alors qu'il y a cette tsunami, cette espèce de blob et de monstre. Mais je voudrais revenir, Christophe, la norme. Alors, il y a une définition juridique, elle est un peu complexe, c'est de dire que c'est une norme, c'est toute règle juridique à caractère général et contraignant. C'est dans le « et contraignant » qui est la nuance. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas une recommandation, c'est pas un avis, c'est pas exécutoire. C'est exécutoire. Et vous savez par combien d'incriminations pénales c'est exécuté en France? On ne le sait pas, parce qu'effectivement, en fait, on a conscience que du petit code pénal, rédigé d'abord par Napoléon, puis réécrit par Badinter, et qui fait environ 2000 articles. Mais c'est pas la vérité. Il y a une base informatique qui sert aujourd'hui aux policiers et aux magistrats, parce qu'il y a tellement d'incriminations pénales que sans l'informatique, ils ne peuvent pas s'en sortir. Oui, c'est déjà l'intelligence artificielle qui les aide. Eh bien, j'ai décompté, il y a 16 374 incriminations pénales en France.
par an. Surtout. Surtout. Non, au total. Un stock. Au total. Voilà. Ah oui, ça se met incrimination, règlement contraignant. Oui. Donc, on peut vous obliger, bien sûr, à respecter les normes par l'intermédiaire soit d'une incrimination pénale, parmi l'une de ces 16 374, et aussi par ce qui est tout le volume non chiffré, et que je ne peux pas arriver à chiffrer en tant que chercheur, des sanctions administratives. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une sanction administrative? Ce n'est pas une sanction pénale, mais c'est par exemple le retrait de points. Vous le connaissez, retrait de points, malheureusement. Nous l'avons tous un peu vécu. Ouais. C'est un régime de sanctions administratives. Et il est très efficace. Tous les ans, il y a environ 15 millions de points qui sont retirés aux automobilistes. Ils ne le savent pas, c'est une sanction d'une norme du code de la route. Très intéressant. Alors justement, donc il y a ces normes-là, ce sont des normes contraignantes, je le rappelle, vous le rappelez. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous allez un peu partout, vous interrogez les Français, vous interrogez effectivement les gens, que ce soit dans les bistrots, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les villages, etc. Ils disent on crève sous les normes, on crève sous la paperasse. Alors ils appellent ça la paperasse. La paperasse, oui. Effectivement. Et qu'est-ce qui fait que au fond, tout le monde dit il faut simplifier, vous savez, on parle beaucoup de simplification, entre guillemets, mais qu'au fond, jamais il n'y a une véritable simplification. Comment vous expliquez ça, vous, le chercheur, l'homme de l'art, comme on dit? Eh bien, c'est un triste échec, effectivement, de l'État et de la confiance publique. Parce qu'effectivement, quand Gabriel Attal a fait son discours de politique générale où il a annoncé à nouveau une simplification, il n'est jamais que le énième Premier ministre qui l'annonce. Vous prenez le discours de politique générale de Jacques Chirac, 1974, c'est presque les mêmes mots. Ouais. Il y a donc une sorte d'impuissance du politique à mettre au pas, j'allais dire, peut-être aussi la machine bureaucratique. Et en vérité, à la fois, il donne des instructions de simplifier, mais comme par ailleurs, il laisse filer la complexification, eh bien, à la fin, ce sont deux lapins qui se courent l'un derrière l'autre et aucun ne se rattrape. Mais la complexification gagne. Et la complexification, au final, gagne. On va en parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, on y est déjà, avec Christophe et Roche Duval, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et un livre à lire, et nous sommes avec l'auteur Christophe et Roche Duval, l'inflation normative, et surtout retenez cela. Et vraiment lisez-le, parce que vous verrez à quel point... Et on se dit, on parle très peu de cela, à quel point on est écrasé par les normes. D'ailleurs, vous le dites, c'est le sous-titre « Quand la France crève de trop de lois ». Et justement, ce qui est étonnant, et essayons d'entrer et avoir des exemples, un peu Christophe et Jules, vous en parlez beaucoup dans votre livre, dans divers domaines d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si je veux entreprendre, si je veux changer mon petit bout de terrain, si je veux faire telle ou telle chose, si je veux agrandir, attention, si je veux, effectivement, je ne parle même pas de la transition énergétique sur les appartements, etc. Enfin, dans tous les domaines, qu'ils soient environnementaux, géographiques, automobiles et autres, touristes et autres. Tout de suite, si je vais comme c'est bouger, alors avant on disait, vous savez, si vous voulez régler un problème, vous faites une commission, on n'en parle plus. Aujourd'hui, avant de pouvoir bouger un petit doigt, il faut que je regarde l'extraordinaire et pyramide des normes qui gèrent ce pays. Effectivement, c'est une vraie... Alors, c'est une inflation qui n'a pas toujours existé, en tout cas au point où nous en sommes aujourd'hui. Il faut être quand même franc. Quand on est chercheur, on regarde l'histoire. Malheureusement, je ne cherche pas à aller remonter au-delà de 1958 parce que ça n'a pas de sens. C'est la Cinquième République qui est notre référence. Voilà. Bien sûr. Et on voit, alors peut-être que les auditeurs qui sont sur YouTube verront, ce graphique rapide, c'est l'évolution par le critère du journal officiel. Et on voit que de Gaulle... Oui, parce que tout passe par le journal officiel quand c'est une norme. Tout passe par le journal officiel. De Gaulle jusqu'à Giscard d'Estaing, jusqu'à 1981, on n'avait qu'une petite pente, une petite côte, voilà. Plus 29% d'inflation normative. C'est pour ça que quand Pompidou dit, en 66... de quoi on crève, etc. Mais de quoi il se plaignait, là? Il avait 11 000 pas le journal officiel. On en a 27 000 maintenant. Alors voilà, de quoi il se plaignait. Et le démarrage, effectivement, c'est à partir de 1981, et plus encore à partir de 2002.
Alors pourquoi à partir de 2002 ? J'explique ça dans mon livre. Et vraiment, les chiffres le montrent et le prouvent. Oui, alors 81 d'abord et 2002 voilà, ensuite. Exactement. Oui. Deux codes différentes. Une code vraiment accélérée à partir de 2002. Et pourquoi ? Pour une raison institutionnelle. Vous savez, je fais appel dans mon livre à deux grands penseurs qui me sont très proches par la pensée, Montesquieu d'une part et Tocqueville d'autre part. Et Montesquieu disait que tout pouvoir doit trouver une limite à son pouvoir. Il a institué la théorie, il a institué la théorie de la séparation des pouvoirs. Or, aujourd'hui, quelque part, cette séparation des pouvoirs, depuis la réforme de 2000 de la Constitution, eh bien, je dirais qu'elle ne fait plus trouver de limite au pouvoir normatif. D'abord, tout pouvoir aime créer des normes. Ça ne peut pas en être autrement. C'est humain, et c'est décrit par Montesquieu. Voilà, ça date de 1748. Et Thucydide des il y a des milliers d'années, et tout remontant encore avant. Mais en tout cas, Montesquieu, dans l'esprit des lois, l'a bien explicité. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en 2000 ? On crée l'emboîtement entre la majorité présidentielle et la majorité législative. Et à chaque et en plus l'inversion des élections. Qui se suivent. Et autrement dit. Une majorité présidentielle trouve une majorité législative non plus séparée mais emboîtée qui lui vote tout ce que la majorité présidentielle lui demande. Donc le pouvoir législatif est soumis au pouvoir exécutif. C'est ce que j'appelle dans mon livre le pouvoir exécutif trait d'union législatif. Normalement, du point de vue français, de la Révolution française et de Montesquieu, ça ne devrait pas exister. C'est une contradiction dans les termes. C'est une contradiction. Et donc le Parlement n'est plus un frein à la production ou à la volonté de demande de production normative. Ajoutez à cela le fait que la Constitution de 58 est une Rolls-Royce avec des tas de gadgets et d'options extraordinaires. Je donne un chiffre. Normalement, le débat parlementaire doit suivre un certain délai. Sauf si le gouvernement décide de ce qu'on appelle la procédure accélérée. Dans l'esprit du général de Gaulle, puis de la réforme de 2008, c'était parce qu'il y avait vraiment un motif type Covid ou type crise sociale. Il faut aller un peu plus vite. Voilà. Qu'est-ce que fait la procédure accélérée ? C'est diviser par 2 le temps parlementaire. Si vous divisez par 2 le temps parlementaire, vous multipliez par 2 le temps de production normative. C'est une question de flux. Vous ouvrez les robinets, il n'y a pas de réducteur de pression. Eh bien, depuis 2002, 51% des lois sont adoptées en procédure accélérée. Et pour quelle raison ? Donc on cadence par 2. Parce que c'est par tel est mon bon plaisir, dit l'exécutif. Alors ça, je laisse chacun l'appréciation, évidemment, voilà. Non, mais c'est donc 51% des lois 51% des lois adoptées par voie de procédure accélérée. Voilà. Et vous en parlez aux députés, aux sénateurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est une vraie problématique. Mais on ne sait plus freiner quelque part la boulimie. Et c'est une marche en avant qu'on ne sait pas arrêter. Et pourtant, il faut que les concitoyens, nos concitoyens, reprennent la maîtrise de la production normative, puisqu'elle est faite en leur nom. Oui, sauf que ça, vous dites que les citoyens reprennent le pouvoir. Mitterrand disait, je prends pour le pouvoir pour vous le rendre. Hein. C'était toujours, c'est le grand mantra, c'est la grande antienne. Mais alors, pour revenir à cela, donc cette espèce d'inflation normative, comment peut-on, en tout cas, je ne dirais pas l'arrêter, ce serait un grand mot, ce serait un peu, mais enfin, essayer de la ralentir, parce que comme vous dites vous-même, en fait, ça a été une augmentation exponentielle. C'est ça, c'est une... Aujourd'hui, oui, c'est exponentiel. Il n'y a aucune raison que dans 2-3 ans, on n'ait pas 50 millions de mots, dans 5 ans, on en ait 100 millions, voilà. Il faut mettre un stop. Mais pour mettre ce stop, il faut une prise de conscience. Et c'est là où, effectivement, mon livre est utile, je pense, peut-être au débat public, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, les spécialistes savent ce problème, mais ça n'est pas sur la place publique. Tout à fait. Nos concitoyens en ont une impression subliminale, mais ne la matérialisent pas. Vous savez, chacun des mouvements qui ont eu lieu récemment... Mais ils le sentent, hein, les mécontentements... Voilà. Absolument, ouais. C'est le flair. Les gilets jaunes, les bonnets rouges, les pigeons, etc., sont des mouvements qui sont nés à chaque fois de la découverte d'une norme qui leur est tombée dessus. Elle n'était pas prévenue, elle a mal été évaluée et elle était mal représentative. Voilà. Et donc cette irritation du corps social est très largement liée aussi à l'inflation normative. C'est un thermomètre de notre démocratie, méconnu. Il faut donc d'abord qu'on connaisse ce thermomètre. J'ai une suggestion dans mon livre, elle fait peut-être un peu rigoler, je n'en sais rien. Je dis, après tout, on nous fait bien pour les aliments un Nutri-Score.
avec le rouge et le vert. Oui. Eh bien, faisons pour chaque norme qui sort un norma-score, qu'on voit réellement les normes vertueuses qui en ont supprimé réellement 2 ou 3, et au contraire, mettons un rouge à celles qui n'ont fait qu'enfler complètement encore le nombre de codes et l'épaisseur du code rural pour nos agriculteurs. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais évidemment. Mais ce serait encore consultatif et non exécutoire, comme vous le savez. C'est vrai. Mais c'est déjà faire une avancée. Mais je voudrais revenir à ça. Il n'y a pas, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des hommes politiques, qui soient d'ailleurs du législatif ou de l'exécutif, qui ont dit, qui ont essayé, non pas de le dire, parce que ça tout le monde le dit, encore une fois la simplification, on en a parlé, qui ont essayé de faire aboutir un projet de loi qui consisterait à justement commencer à limiter les dégâts. Alors, vous parlez d'un projet de loi, il y en a un bientôt au Parlement, projet de loi de simplification. C'est selon mon décompte la 38e loi depuis 1969 dite de simplification. Voilà. 38e loi depuis 1969. Depuis 1969. Le premier à avoir fait une loi de simplification, c'est Georges Pompidou. Vous voyez, loi 1969, loi de simplification. Ça ne suffit pas. Voilà, il y a un problème de confiance publique, effectivement, c'est qu'à force de le répéter, on n'y croit plus. Vous prenez des discours parfaitement excellents, vous prenez celui de Jacques Chirac en 1974, en 1995, devant le Congrès, c'est lui le premier qui emploie l'expression inflation normative, elle est de lui. Vous prenez le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui a été fait en 2017 devant le Congrès aussi. Je le cite après mémoire. Cette maladie, nous la connaissons, l'inflation normative. J'y ai contribué d'ailleurs moi-même quelque peu. Il parle à la façon de Jean de La Fontaine, la peste. Oui. Et il annonce bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose. Le choc de simplification, c'est François Hollande, 2013. Ça a fait un succès fou, un tabac démentiel. Ça a été cité, repris je ne sais pas combien de fois, mais ça n'aboutit pas. C'est la volonté politique soutenue par l'aiguillon des citoyens qui peut peut-être faire bouger les choses. Et aussi des entreprises. Eh bien, écoutez, on va continuer d'en parler après cette petite pause. C'est vraiment un problème capital. C'est pour ça que je vous recommande le livre de Christophe Herge-Duval, L'inflation normative. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour réagir au 0826 300 300. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Christophe Herge-Duval, l'inflation normative, quand la France crève de trop de lois. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une fabrique extraordinaire à faire des normes, même si ça passe par le journal officiel, évidemment, et d'abord. Mais enfin, ce millefeuille français, municipalité, commune, agglomération, communauté de communes, ville, département, région, etc. Est-ce que chacune, d'une manière ou d'une autre, à l'insu de son plein gré, comme on dit, ne fabrique-t-elle pas ces normes et ça arrive à la haie, vous parlez de la haie, ça arrive aux champs, ça arrive à la rivière, ça arrive à tout. C'est tout à fait vrai. Et en plus, je dirais qu'on a deux catégories de concitoyens. Les entreprises, artisans, commerçants, etc., vont être beaucoup plus sensibles aux normes dites nationales. Voilà, elles vont être vraiment prégnantes pour eux. Mais finalement, monsieur, madame, tout le monde, c'est souvent la norme créée par le conseil municipal. Se sont permis de construire, sur sa possibilité de se construire un cabanon. C'est vraiment les normes de terrain et de subsidiarité qui le concernent plus et qui l'aperçoit. Or, effectivement, comme vous le dites, on est un vrai millefeuille. C'est encore une exception française. Ouais. D'aucuns arrivent à s'attaquer. Alors, voilà, bien sûr, Hollande a créé la région, on les a rassemblées, on l'a fait plus nombreuses. Bon, on essaie de pousser à l'intercommunalité, mais on cherche pas à supprimer. C'est ça. Or, chacune d'entre elles est productrice de normes. Encore une fois, on en revient à Montesquieu. C'est une tentation du pouvoir. Ces normes se coordonnent très mal entre elles, en plus. Et puis aussi, ce millefeuille est budgétivore, parce que on a tous vu dans nos campagnes qu'il y a l'hôtel de ville de notre commune, et puis on a vu la construction, comme un champignon, de l'hôtel d'intercommunalité qu'il a fallu doublonner, avec évidemment un nouveau recrutement de fonctionnaires et d'agents publics, tout à fait sympathique. Et voilà, je suis moi-même un fonctionnaire, donc je suis tout à fait respectueux des fonctionnaires, mais c'est un millefeuille. D'ailleurs, il y a un lien
indéniable, selon moi, et c'est un de mes chapitres dans mon livre, entre l'inflation normative et l'inflation des prélèvements obligatoires. Ah oui. Voilà. Je pense que les deux courbes. Un peu précisé. Voilà. Oui. Les deux courbes, de toute façon, sont toutes les deux ascendantes. Ah oui. Prélèvement obligatoire, inflation normative. Voilà. Oui. Aujourd'hui, vous savez qu'on est à, j'ai pas le chiffre en tête exact, mais c'est entre 45 et 46% oui, on n'est pas de loin prélèvements obligatoires. On n'est pas loin. On est parti du général de Gaulle avec 31%. Et encore une fois, ce que disait ce que dit Pompidou et de Gaulle. Giscard a plus de 35%, on est dans le socialisme. Voilà. Et alors, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que l'inflation des normes engendre des coûts. Il faut augmenter le nombre de fonctionnaires qui, évidemment, vont être chargés de les contrôler, les appliquer, etc. Donc, il y a une sorte de poule et l'œuf. Tout ça n'est pas fait pour ralentir le prélèvement obligatoire, parce qu'il faut bien appliquer ces normes, les surveiller, les mettre en vigueur, etc. Et elles vont coûter aux entreprises. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose, un phénomène qui est mal souvent compris de nos concitoyens. Ils sont enquiquinés par les normes qui leur sont vraiment les plus visuelles, les normes de la mairie, les normes peut-être du département, de la région, je n'en sais rien. Ils aperçoivent moins l'impact des normes nationales. Pourquoi ? Parce qu'elles s'incorporent dans le prix de revient des produits qu'ils achètent comme consommateurs. S'il y en a un qui ne peut pas faire autrement que de se mettre aux normes, c'est l'entreprise ou le commerçant. Donc, il répercute ça sur les prix. Évidemment, vous n'imaginez pas qu'il le prend de sa poche. Donc, il incorpore l'augmentation du coût des normes dans le prix de revient. Et évidemment, ça peut avoir un effet inflationniste, ça peut avoir un effet aussi concurrentiel. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est bien, c'est gentil, tant que les concurrents n'ont pas les mêmes normes. Ils ne sont pas atteints aux mêmes normes. C'est aussi un élément de la compétitivité française. C'est tout le problème des agriculteurs par rapport aux pays voisins, etc., etc. Enfin, on peut en parler. Évidemment, quand les fraises de Bretagne sont à 12 € alors que les fraises d'Espagne sont à 4, allez chercher derrière. Ce sont des normes sociales, de fiscalité, environnementale, foncière, etc., qui, additionnant, donnent des centimes additionnels en plus ou en moins. C'est tout à fait parlant, non seulement c'est tout à fait parlant, mais c'est un vrai problème qui se passe là. C'est un vrai problème, et alors je vais en profiter pour interpeller en quelque sorte, grâce à nos auditeurs de Sud Radio, j'ai constaté par mon livre et par mes recherches que jamais la Cour des comptes française n'a été saisie du problème de chiffrer le coût des normes. Voilà que... Jamais. Alors que François Hollande a créé le choc de simplification qui a fait Flores, il était de la Cour des comptes. Il aurait pu demander à la Cour des comptes de faire des études. Il n'y a pas d'études aujourd'hui. Tout projet de loi qui sort est muni d'une étude d'impact qui est faite par les fonctionnaires qui sont les auteurs de la loi. Et donc, leur seul instrument technocratique qui existe, c'est la louche. Voilà, je n'ai pas apporté, mais enfin, vous voyez tout ce que c'est qu'une louche. C'est-à-dire, ils évaluent à la louche, comme on dit, ce que pourrait être le coût d'une norme. Ce mélange extraordinaire de, je dirais pas d'impréparation ou d'amateurisme, je sais pas comment on l'appelait, mais quand même, c'est comme vous dites à la louche, ça veut dire, parce que après moi je paye, enfin moi le citoyen. Alors quand je vous dis à la louche, c'est peut être polémique, mais en réalité il y a un rapport du Conseil économique et environnemental, social et environnemental de 2019 qui a fait toute une étude sur les études d'impact préalables aux lois et qui a démontré que souvent, malheureusement, elles sont totalement approximatives et décevantes pour la réalisation future. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises ont raison de dire on nous impose des normes sans calculer préalablement ce qu'elles coûteront et le bilan n'est pas fait. Je crois que nous avons des auditeurs. Oui, beaucoup de gens appellent et on va commencer avec Philippe de Nice qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Eoche Duval. Bonjour Philippe. Écoutez, moi j'ai une anecdote mais qui est trop rigolote. Parce que je fais de la moto malgré mes 74 ans et j'habite Nice et donc en tant que compatriotes qui sont fonctionnés et qui font partie des faibles, alors que les forts ne payent rien. Bon, enfin bref, j'ai fait mon contrôle technique de ma moto et au moment de la mettre sur le pont, le mécanicien assermenté, entre guillemets, a pris sa lampe de poche et puis il a regardé la roue arrière, il a dit « Oh, il y a des garnitures de frein là, qui sont usées, il faut vite les faire réparer. » Alors, bon, je le règle, je m'en vais, je vais chez mon réparateur, il me dit « Bah, ils sont neufs. » Elles sont neuves, disons, les garnitures. Je vous jure, mais puis, je trouve ça tellement stupide, ce contrôle technique, c'est que le pare-choc avec un 2 roues, c'est notre corps, donc on confie notre vie
Et c'est ça que je comprends pas, c'est cette absurdité de cette paperasse européenne. Ben oui. Voilà. Non, mais c'est une bonne anecdote, Philippe. Je crois que nous avons Marie. Dans 2 ans de cacahuètes, comme vous dites. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe de Nice. Et on va à Bergerac désormais avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour André, bonjour votre invité. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, je voulais vous dire que je suis un peu énervée là. En effet, le peuple aujourd'hui, entre parenthèses, indépendant, n'existe plus. Votre invité ne mentionne pas les traités de Maastricht et les traités de Lisbonne. Oui, vous dites que ça introduit d'autres normes, ça, au niveau... On va en parler, vous avez raison. On peut pas tout dire. Ouais, mais c'est vrai, vous avez raison, madame. On peut pas tout dire, mais elle a raison, Marie. Oui. Parce que effectivement, ça introduit une sacrée tsunami de normes, quand même. Hein. Oui. Il faut je l'ai chiffré. Marie, allez-y. Vous avez les chiffres? J'ai le chiffre du nombre de règlements et de directives. Alors, allez-y. Alors, depuis 1990, il y a eu 10 474 lois de nature législative européenne, alors faites à Bruxelles. Faites à Bruxelles. C'est une moyenne de 317 règlements ou directives par an. Voilà. Pas mal. Alors, madame a raison, effectivement. Pourquoi ce qui se passe, c'est que c'est par des référendums, voilà, peu importe le résultat, mais c'est par des référendums. On a vu les résultats. Non, mais tout à fait. C'est par des référendums ou par des lois ratifiées par le Parlement, donc sans consultation du peuple, la plupart du temps, que les textes de l'Union européenne ont obligé et obligent la transposition d'un flot de normes communautaires. Et donc, nous n'en pouvons mais, si je puis dire, et effectivement, ça s'impose. Voilà, ça s'impose. Et ça s'incorpore dans notre droit national, si fait qu'on le voit plus. C'est-à-dire qu'en fait, on dit normes nationales, ce qui sont en grosse partie aussi des normes européennes. À 80%, disait Jacques Delors, personne n'a jamais pu ni prouver qu'il avait raison, ni contredire qu'il avait raison. Et je pense qu'il a raison, effectivement. Mais ces normes sont incorporées. Que les normes européennes les normes nationales sont à 80% d'origine européenne. D'origine européenne, ou conforme à un règlement, ou conforme à une directive communautaire. Comme je l'ai dit, 10 477 actes législatifs européens se sont incorporés depuis 1990. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, j'écoute la dame, bien sûr, elle a raison, mais il y a aussi quelque chose... Malheureusement, ces textes, il faudrait les réviser. Si on les révise pas, ça s'impose à nous. En revanche, il y a une chose qui n'est pas naturelle en soi. C'est que le Parlement, 41% des lois chaque année... Parlement français, vous parlez. Parlement français, sont des lois de ratification volontaire de traités ou d'accords internationaux non européens. Donc on se rajoute une couche... Ah oui. Après, la couche imposée. Mais l'international. Voilà. On a la couche européenne qui s'impose à nous parce qu'on a ratifié des traités. Bon, point final. Voilà, je dis pas point final, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais en revanche, que chaque année, on se rajoute la couche volontaire, consciente et conscientisée de voter que 41% des lois sont des ratifications de normes internationales, qui peut-être sont des normes qui concernent madame ou qui concernent monsieur sur les contrôles techniques, je n'en sais rien, les motos. Voilà. Ça se rajoute au précédent. Marie, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je vous remercie pour votre émission. Merci Marie. Merci madame. Nous avons, je crois... Nous allons dans le Calvados avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour à votre invité. Alors là, écoutez, je vais manger mon chapeau. Moi, ce que je veux, c'est du Caton et du Zola. Oui. Alors, parce que là, on en crève. Moi, je vais être en désaccord avec votre invité, mais je lui poserai une question. Moi, je propose une suppression. De l'ENA, c'était fait, mais Sciences Po et consorts. La fabrique des petits hommes gris, comme dit Charles Gave, là, il faut arrêter, parce que là, on n'en peut plus. On en crève. Alors, des promotions... dans les écoles d'administration supérieure, etc. Alors moi j'ai une question pour votre invité. Allez-y. Que pensez-vous mettre des objectifs avec des objectifs de résultats pour les administratifs, pour les hauts fonctionnaires. Un fonctionnaire qui n'est pas rentable. Évaluation. Une évaluation, on s'en sépare. Et puis c'est tout. Et moi, je vais vous raconter quelque chose, André, mais brièvement. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la machine agroalimentaire. On avait donc des machines qui étaient
labellisée GS, une norme allemande, l'équivalent des APAV. Eh bien, vous prenez cette machine qui franchit la frontière française, elle n'est plus aux normes françaises. Donc, c'est complètement contradictoire. On empêche les industriels de travailler correctement, alors qu'on est dans un pays européen, avec des normes européennes. Vous franchissez la frontière française, les normes électriques, la machine n'est plus conforme. Alors, faut arrêter. On n'a pas besoin on n'a plus besoin de ces fonctionnaires. Merci Philippe. Alors, plus besoin de fonctionnaires. Plus besoin de fonctionnaires, il en faudra toujours. Mais monsieur a raison sur un point. Aujourd'hui, il n'y a pas finalement de notation de notre législateur avec un grand L. Il n'y a pas de notation des normes qu'on nous fait en notre nom, pourtant. Notation, vous voulez dire pas quoi, notation, c'est-à-dire, il n'y a pas de surveillance. Ah oui, c'est ça. Et il n'y a pas de repérage de ce qui est vertueux et de ce qui n'est pas vertueux. Quand je propose le Normascore, on peut peut-être en rigoler, mais c'est une façon de dire carton rouge ou carton vert, ou carton jaune. Aujourd'hui, on ne distribue pas. Personne ne note quoi que ce soit, ou n'évalue quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et ça, c'est peut-être un appel que je lance aux organisations professionnels qui en ont les moyens, peut-être de mieux surveiller les normes en notre nom. Alors, les branches professionnelles, du bâtiment, de l'agriculture, etc., des loisirs, de nous surveiller les normes et de nous faire des indices de satisfaction, ainsi que des indices... Voilà, ça me paraît tout à fait pratiquement et pragmatiquement c'est une idée, mais ça sera un aiguillon, peut-être, à réfléchir. Et puis, bien sûr, monsieur a raison, le problème principal, c'est un problème institutionnel. C'est ce que je disais. Quand le pouvoir, à la manière de Montesquieu, de Tocqueville, aujourd'hui, il reviendrait, ils prennent un ABC tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, c'est ça le problème. C'est le problème de la séparation des pouvoirs, des pouvoirs équilibrés, des pouvoirs qui s'équilibrent les uns les autres. Ça n'est plus le cas aujourd'hui entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et c'est ce qui produit de la norme à gogo depuis 2002 au moins. Et disons-le, cette norme est anormale, disons-le. On se retrouve tout de suite et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio, 0826 800 300. 303. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états, le face-à-face, et vous avez la parole au 0826 300 300. Et on accueille tout de suite Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour à votre invité, monsieur Louis de Duval. Vous avez dit tout à l'heure que ces normes enclenchées du consumérisme, du gâchis, c'est tout à fait vrai. On parlait de la moto. Un casque ne peut pas durer plus de 5 ans. Au bout de 5 ans, quel que soit son état, quoi qu'il ait subi, il doit être détruit. Il ne peut plus servir. Il n'est plus sous caution des assurances. D'accord. Ah, c'est donc obligatoire. Un casque doit être remplacé au bout de 5 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Il n'est plus. Voilà. Si vous avez un accident, qu'il a peur que le casque n'a pas résisté, qu'il a plus de 5 ans, l'assurance peut se retourner contre vous. D'accord. Je prends un autre cas parce que les fabricants s'enfoncent dans la brèche. Pour eux, c'est une aubaine, ça, bien sûr. Oui. Obsolescence programmée, oui. Allez-y. Dans le bâtiment, c'est la même chose. Il y a des normes qui changent. Et c'est le fabricant qui impose donc sa loi, qui agit par derrière pour que les normes soient changées, de manière à pouvoir vendre. Tout ce qui est électricité, par exemple, un fameux Legrand. Je vais prendre le cas aussi dans la sécurité. Là, on vient d'avoir une commission de sécurité, les pompiers qui sont arrivés. Moi, j'ai fait l'inifugation d'un local, entre autres un atelier. C'était aux normes, ça a été réceptionné par la commission de sécurité, c'était impeccable, ça résistait bien. Eh bien, il y a une nouvelle commission de sécurité qui est arrivée quelques années après. Eh bien, on change tout. Ouais. Voilà. Les normes changent. Ouais. Les normes. Non, les normes ne changent pas. Mais alors pourquoi attendez, vous dites les normes. Il y a une partie de la norme. Pardon ? Il y a une petite partie de la norme. Il y a une toute petite partie de la norme qui change. Ouais. Voilà. Et mais tout ça, c'est pour faire du consumérisme, de la consommation. D'accord. Eh oui. Alors, vous en pensez ? Je réagis à ce que vient de dire cet auditeur. Il y a un triptyque qu'il faut avoir en tête. C'est pas dire que les normes ne sont pas forcément inutiles, évidemment. Non, dans toute civilisation, il faut des normes. Voilà. Mais il faut des normes dans une démocratie qui soient
évaluée, transparente et représentative. Pour moi, ces 3 axes, je les ressors de mes différents travaux de recherche. Évaluer. Effectivement, faut pas que ça surgisse comme ceci sans avoir été comme consciencieusement. La boîte. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir un projet de norme qui s'est abandonné parce que l'évaluation de son impact montre son inefficacité ou son coût exorbitant. La transparence, ce qu'a dit monsieur, c'est vrai. Il peut y avoir des lobbies pro-normes, des lobbies anti-normes, peu importe. N'oubliez pas, les mouvements gilets jaunes, bonnets rouges, etc. sont nés de la découverte de normes qui s'imposent à vous, qui étaient surgies d'on ne sait où, en tout cas du journal officiel. Et qui répondent absolument pas à la vie des gens. Et qui tombent comme une épée de Damoclès sur les acteurs économiques ou sur les simples destinataires de normes. Et troisièmement, la représentativité des normes. Ça, c'est un sujet dont personne ne parle. Mais aujourd'hui... Représentativité. La représentativité, ça veut dire que on accepte d'autant plus facilement que des normes s'appliquent et s'imposent à vous, que finalement, elles sont leur représentativité démocratique. Voilà, on est dans une démocratie, donc les normes sont faites en notre nom par nos représentants, à la condition qu'évidemment, bien sûr, ils fassent des choses qui soient représentatives de ce qu'on souhaite. Bien sûr. Alors je vous donne un exemple, vous en direz ce que vous voudrez, bien sûr. On a 103% d'augmentation des normes depuis 2002. C'est le chiffre que j'ai révélé grâce aujourd'hui, ce matin, à la publication des chiffres. 104%, voilà, bon, arrondissons. Et dans le même temps, la représentativité du Parlement législateur a baissé de 30%. Comment ? Prenez, et là aussi ce sont 2 courbes qui sont inversées, mais c'est très intéressant, le nombre de majorités des suffrages exprimés au second tour des législatives. Depuis 2002, il ne cesse de s'effondrer. Et aujourd'hui, un chercheur, Paul Sébi, un chercheur en sondage, a démontré par un panorama de toute la représentativité des parlements européens en Europe, eh bien, nous sommes le dernier parlement en termes de représentativité. La majorité législative, la lanterne rouge en matière de représentativité. Voilà, il n'y a aucune polémique dans ce que je dis, c'est factuel. La majorité législative, donc celle qui, appuyant sur le bouton, fait des lois, a 12,5% des inscrits en représentativité. Or, moins on a une démocratie qui est représentative, plus les produits des normes. Et c'est ça qui crée gilets jaunes, bonnets rouges, les salariés dans la rue contre la réforme. Les salariés dans la rue contre la réforme des retraites. Réforme de retraite, peu importe ce qu'on en pense, elle est adoptée avec 175 heures de débat et un 49-3. Quelle est sa représentativité pour qu'ensuite les salariés en acceptent qu'elles s'imposent à eux, normes contraignantes, comme on le rappelle tout à l'heure. Tout à fait. Et ça crée des mouvements sociaux. Absolument. Contraignantes, il faut surtout se rappeler de ça. Merci beaucoup Guy. On va à Montpellier avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. J'écoute ce débat et je suis un petit peu déçu qu'un chercheur tourne un peu autour du pot. Donc, je vais introduire une notion. Allez-y, ne tournez pas autour du pot, allez-y Pierre. Exactement. Et il y a 2 types de dictatures. Les dictatures dures qui utilisent la matraque. Et puis les dictatures démocratiques qui utilisent les normes. Et ça, le Parlement le sait très bien. Et pour asseoir le discours, les démocraties utilisent la notion du bien, on doit aimer tout le monde, la notion de la peur, on va tous mourir avec le climat, et le mensonge, on a toujours fait ça. Donc ça serait intéressant quand même que le chercheur fasse un livre qui explique cette notion de démocratie basé, de dictatures qui sont basées sur les Pierre, ce sera son second bouquin, mais il en parle très vite. C'est très vite, page 203 de mon livre. Effectivement, écoutez, j'invoque Tocqueville et toute l'analyse qu'il a pu faire en 1831 sur la démocratie. Et j'aboutis effectivement à un concept. Je dis aujourd'hui, il faut dire non à la société de normalisation démocratique servile. Alors, allez lire mon livre, effectivement, j'en fais un élément de philosophie politique. C'est un outil. Il faut expliquer aux gens. Alors il faut aller lire, évidemment. Dictature démocratique. Alors, je n'emploie pas le mot dictature démocratique. Et c'est trop intellectualisé, personne ne comprendra. Non, mais là, ça n'est pas. Lisez le livre, franchement. C'est en tous les cas. C'est pas trop intellectualisé. J'ai déjà communiqué avec le Parlement sur ce sujet. Ils sont tous bien au courant.
Oui, non, mais c'est ce qu'ils veulent relisons le faire Tocqueville et demandons à ce que nos députés, effectivement, relisent Tocqueville sur le despotisme, le risque de despotisme de toute démocratie. Effectivement, c'est un vrai problème. Oui. C'est un problème. Monsieur Bercoff, vous faites référence à De Gaulle, qui est le dernier moment où il y a une démocratie en France. Vous en faites référence en permanence et vous en avez donc conscience. Oui. Donc il faut, et vous le dites souvent aussi, il faut bien nommer les choses. Mais bien donc, sûr. Ne pas nommer les choses, c'est ce qu'il y a de pire. Et on ne parle pas suffisamment des dictatures démocratiques. Si toutes les démocraties occidentales se comportent exactement de la même façon, c'est pas parce que tout le monde pense exactement la même chose. C'est parce que ceux qui dirigent ont tous le même objectif. Bien sûr, mais parce que ça leur convient aujourd'hui, et tout le problème, c'est le problème du référendum, on va en parler, mais je reviens simplement, je voudrais dire que... Le dernier référendum n'a pas été écouté. Bien sûr, non, on va pas reprendre la discussion, nous arrivons en fin d'émission, on reprendra cela, mais je voudrais vous dire que le livre de Christophe et Hoche Duval vous permet un livre, il est fait aussi pour prendre conscience pour un certain nombre de gens, et je vous assure qu'un certain nombre de gens ne prennent pas conscience de ce poids des normes, les chiffres qu'a donné Christophe et Hoche Duval sont très importants, la représentativité, etc. Et c'est à nous de prendre conscience. Et puis, c'est à nous d'agir. Hein. Chacun aussi doit faire sa part, prendre sa part, comme disait Michel Rocard. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Christophe et Hoche Duval pour son livre « L'inflation normative » paru chez Plon. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.